bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre organisée dans le cadre des éclaireurs et pour laquelle j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Michel Serres. C'est vous l'éclaireuse. Oh, non, oui, non. Alors bonsoir, merci beaucoup de votre présence à Dialogue. Avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes philosophe, historien des sciences, membre de l'Académie française depuis 1990, et vous êtes l'un des rares philosophes à proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture. Alors pendant plus de 40 ans, vous avez enseigné aux États-Unis, à Stanford, et puis vous êtes l'auteur d'une œuvre monumentale et foisonnante, plus de 80 livres. Combien? Plus de 80? À peu près, Oui. Oui. J'ai essayé que ça soit correspondant à mon âge. Alors, des livres dans lesquels vous décrivez les singularités de notre monde au travers de personnages qui vous permettent d'organiser votre pensée et qui sont des témoins des grandes révolutions de notre temps que vous avez vu venir avant tout le monde. Par exemple, dès les années 60, avec le personnage d'Hermès, vous annonciez l'avènement des communications, ou plus récemment, il y a quelques années, vous avez créé le personnage de Petite Poucette, qui est l'incarnation de la révolution numérique qui se joue aujourd'hui et qui change notre monde et notre société en profondeur. Alors ce soir, et en cela nous allons peut-être surprendre l'Assemblée, nous avons décidé de bifurquer en quelque sorte en ce qui concerne le thème de la rencontre. Nous n'allons en effet pas échanger sur la philosophie de l'histoire, et nous n'allons donc pas évoquer Darwin ni Bonaparte, mais peut-être que le Samaritain s'invitera dans nos échanges, oui, puisque nous allons vous parler de l'amitié. Alors, vous venez de publier un ouvrage intitulé De l'amitié aujourd'hui, qui est paru aux éditions Le Pommier, et né de vos échanges avec Michel Polaco sur France Info tous les dimanches. Un livre grâce auquel vous nous racontez l'amitié de manière théorique d'une part et personnelle d'autre part, à travers des réflexions, des récits, des anecdotes. Alors, étonnamment, dès les premières pages de l'ouvrage, vous dites votre difficulté à parler de l'amitié, à en dire autre chose que la phrase de Montaigne quand il parlait de son amitié avec la Boétie, à savoir « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Alors, avant de nous concentrer sur ce qu'est l'amitié, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il est si difficile d'en parler? Alors, d'abord, dire pourquoi ce livre existe. Vous savez sans doute que je fais tous les dimanches depuis 13 ou 14 ans une émission à France Info. Et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis 2 ou 3 ans, nous avions l'habitude de publier intégralement les émissions que je faisais justement le dimanche. Et puis, on a fait, je crois, 6 tomes, 6 volumes, et ça s'intitulait « Petite chronique du dimanche ». Et les éditeurs n'ont pas trouvé ce titre très sexy. Alors, ils ont voulu s'arrêter. D'ailleurs, j'étais très furieux que ça s'arrête. Et ils ont décidé, et je crois que c'est pas mal fait, de faire des morceaux choisis, sur un thème donné. Alors, bon, ils regardaient 1 an et demi d'émission et ils voyaient qu'il y avait une sorte de retour, de leitmotiv qui revenait quelquefois. Alors, j'ai proposé le thème de l'amitié. Ils ont réuni les émissions où c'était fait. Et voilà pourquoi le livre a paru. Alors, la question que vous me posez est à la fois très difficile et peut-être un peu facile. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand on parle de l'amitié, il faut faire une sorte de rapport ou de parallèle avec l'amour, bien entendu. Voilà. Mais si vous avez sans doute été amoureux dans votre vie, ça m'est arrivé moi aussi, nous ne cessons pas, avec notre ami, dans mon cas, de lui dire « je t'aime ». Et on le lui dit assez régulièrement, d'autant plus que même moi, j'ai besoin qu'elle me le dise pour être sûr, vous voyez, quelque chose comme ça. Et la confiance s'établit par cet aveu perpétuel. Or, dans l'amitié, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai un ami, tout le monde a des amis, mais on n'est pas tout le temps en train de dire à Michel, mon copain, tu sais, tu es mon copain, je t'aime beaucoup. Et non, on ne le lui dit jamais. Donc, d'un côté, on a une relation qui, oralement, est claire, et de l'autre côté, une relation qui est plus obscure, vous voyez. Et alors, bon, pourquoi elle est obscure? Parce que, alors, justement, la citation que vous venez de faire me paraît capitale,
Parce que quand même, que je sache, Michel de Montaigne est le maître de notre langue, le maître de notre littérature, le maître de notre philosophie, notre maître à penser à tous, bien entendu. Et au moment de parler de l'amitié qu'il entretenait avec Étienne de la Boétie, d'ailleurs il a fait tout un chapitre des essais là-dessus, ben, il n'a pas su quoi en dire. Il a simplement dit, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et si Montaigne n'a pas réussi, comment voulez-vous que je réussisse? Vous voyez? Bon. Et donc, voilà les deux raisons. La première est évidemment ma citation, mais la seconde, c'est ce côté délicat, difficile, presque inavouable. Inavouable au sens positif du terme. Si je suis ami avec quelqu'un, en effet, je ne passe pas mon temps à le lui dire. Vous voyez? Tandis que les amoureux ont un secret besoin de se l'entendre dire et de le dire. Vous voyez la différence. L'autre différence, évidemment, c'est que lorsqu'on parle d'amour, le corps est devant, d'une certaine manière. Le sexe est devant, si j'ose dire. Dans l'amitié, c'est évidemment pas le cas. Si par hasard l'amitié débordait du côté du sexe, ça ne serait plus du tout l'amitié. Ça serait autre chose. Vous voyez. Et par conséquent, les auteurs qui parlent d'amour et les auteurs qui parlent d'amitié, il y en a beaucoup plus qui parlent d'amour, parce que ça peut se dire. Et puis il y a toujours les facilités du corps ou les facilités du sexe. Tandis que quand on parle d'amitié, c'est un peu plus difficile. Voilà. Alors, voilà, mon livre essaie de relever ce défi. C'est-à-dire, dans le premier chapitre, je dis c'est pas possible d'en parler, et puis je tente le coup d'en parler quand même pendant tout le livre. Voilà. Alors, au cours de cette rencontre, nous allons en parler de l'amitié par ces deux chemins, le chemin théorique et le chemin personnel. Alors, si d'abord on prend l'amitié comme objet philosophique, il y a beaucoup de philosophes, de littérateurs qui, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours, ont parlé de l'amitié, en ont donné différentes visions, différentes définitions. Alors, quelles sont celles qui retiennent votre attention et quelles seraient votre propre définition? Le livre commence par une très belle histoire que peu de gens connaissent, hélas. Vous le savez peut-être, vers le milieu du XVIIe siècle, 5 à 6 jésuites de la congrégation d'Ignace de Loyola sont partis en Chine. Et ils avaient l'habitude, pour essayer de convertir les pays qu'ils traversaient, ils avaient l'habitude de regarder d'abord, avant de partir, quelles étaient les spécialités ou les habitudes ou les usages du pays où ils allaient. Et ils avaient remarqué, ou entendu dire, que l'empereur de Chine était astrologue, astronome. Enfin, c'était l'empire du ciel, n'est-ce pas? On dit bien ça pour la Chine, hein, bien sûr, du ciel. Et par conséquent, le père Ricci, il s'appelait Ricci, il était d'origine italienne, a pris avec lui les meilleurs astronomes de son temps, enfin, les meilleurs jésuites astronomes, bien entendu. Et les voilà arrivés en Chine, les voilà reçus par l'empereur de Chine, et il s'est passé là peut-être un des événements les plus extraordinaires de toute notre histoire, mais qu'on ne dit jamais. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça ne sera pas l'amitié. L'amitié, j'en parlerai tout à l'heure. Je fais une digression là. L'empereur de Chine leur a dit, si vous êtes si bon astronome, on va faire quand même un essai. Et je vais amener mes meilleurs astronomes à moi, les astronomes chinois, et nous allons faire une sorte de concours entre les deux groupes. Et l'empereur leur dit, voilà, écoutez, donnez-moi la date de la prochaine éclipse de lune. Et bien entendu, les jésuites qui étaient parfaitement au courant d'astronomie ont dit tel mois, tel jour, telle heure, telle minute, telle seconde. Et les astronomes chinois ont dit bientôt, un peu plus tard, vous voyez. Et puis, à la stupéfaction de l'empereur, l'éclipse a eu lieu tel jour, à telle heure, telle minute, telle seconde. Et l'empereur de Chine a été tellement ébloui qu'il a dit, eh bien, c'est très simple, si vous êtes capable de dominer les événements du ciel, c'est que votre religion est la vraie. Et donc, je vous propose de convertir toute la Chine au christianisme. Vous vous rendez compte? Et aussitôt,
les 5 jésuites ont envoyé des messagers au Vatican pour dire je vous offre la conversion de la Chine au christianisme. Et ça a donné lieu à une discussion qui a duré des dizaines d'années, qu'on a appelée la controverse des rites, et qui a fait que le Vatican finalement refusait. Alors pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais enfin c'est intéressant de redire cette histoire, vous voyez, de redire cette histoire parce qu'elle aurait bouleversé évidemment la géopolitique mondiale, il n'y a pas de doute. Bon, excusez-moi d'avoir fait une parenthèse, mais à une des réunions que l'empereur de Chine a eues avec ce Matteo Ricci, là, ce chef des jésuites, il lui a dit, voilà, j'ai entendu dire que les philosophes ou les sages de votre culture avaient déjà parlé de l'amitié. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'en extrême Occident on dit de l'amitié? Et à ce moment-là, Ricci a écrit un manuel de l'amitié, et c'est le premier texte écrit par un occidental en chinois. Et donc le premier texte écrit par un occidental en chinois traite de l'amitié. Alors évidemment, et le texte en question relate les de amicitia des philosophes latins, etc., la filia des Grecs, etc., sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais là, on a une très très belle histoire, vous voyez, de l'exportation de l'amitié. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous raconter avant de commencer. Alors, l'une des premières caractéristiques de l'amitié, c'est peut-être l'attirance qui l'a fait naître, l'attirance entre deux amis, la reconnaissance presque, pourrait-on dire. Et c'est une reconnaissance qui a quelque chose d'assez mystérieux, d'autant plus qu'elle peut transcender le temps, transcender l'espace, le sexe, même, transcender les cultures. Ouais. Alors certains penseurs, et notamment le philosophe Charles Fourier, ont tenté d'en donner une explication pseudo-rationnelle ou pseudo-scientifique. Voilà. Mais quelle est la place du rationnel et du scientifique face à un tel objet d'étude? C'est un effet intéressant. La question est très intéressante. Je la prends en amont, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Goethe, le grand romancier allemand, avait fait un livre qui s'appelait « Les affinités électives ». Et c'est un livre sur l'amour, non pas sur l'amitié, mais sur l'amour. Et il met en scène deux couples, monsieur et madame X et monsieur et madame Y. Il les fait se rencontrer et monsieur X tombe amoureux de madame Y et madame Y tombe amoureux de monsieur X. Et il dit, alors, vous faites attention, le titre s'appelle « Les affinités électives ». Alors, le mot « affinité », pour nous, j'ai de l'affinité pour vous, Laurence, hein, mais non. Au début, c'était un mot, et c'est toujours un mot de chimie. C'est-à-dire, les chimistes, depuis très longtemps, s'étaient aperçus que certains corps avaient de l'attirance et réagissaient l'un sur l'autre, et certains autres corps ne réagissaient pas l'un sur l'autre. Et par conséquent, il interprète l'attirance qu'ont les gens en amour en termes de chimie. Vous voyez ? Et alors, en effet, monsieur X et madame... si vous savez ce que c'est qu'une réaction chimique, il y a deux corps qui réagissent, qui donnent deux autres corps. Vous voyez ? Bon. Alors voilà. Goethe était chimiste et employait, pour parler de l'amour, un vocabulaire de chimie, l'affinité des corps. Mais Charles Fourier, que vous venez de citer, se pose une question politique que rarement les hommes politiques se posent, qui est la suivante. Avec qui voudriez-vous vivre? Vous êtes de tel tempérament, vous avez tel âge, vous avez telle expérience. Avec qui seriez-vous le mieux ensemble? Et alors, pour essayer de résoudre la question, alors là, vous rappelez, Goethe, la chimie, l'amour. Charles Fourier pense que l'attirance que j'ai pour vous, madame, ou que j'ai pour vous, monsieur, que cette attirance doit être pensée comme l'attraction universelle de Newton. C'est-à-dire, vous savez que les pommes tombent, vous savez que les astres tournent en vertu de la loi de Newton, et il était newtonien, il était enthousiaste pour Newton,
Et il voulait appliquer à l'amitié la règle de Newton, c'est-à-dire la règle mécanique, de la même façon que Goethe avait appliqué la règle de chimie à l'amour. Vous voyez? Alors tout le monde a ri, etc. Mais ça a donné lieu à ce qu'on appelle maintenant les socialismes utopiques, dont on s'est beaucoup moqué au 19 et au 20e siècle parce qu'on opposait le socialisme scientifique au socialisme utopique, vous voyez. Et les utopies en question étaient fondées sur l'idée de Fourier, qui était la suivante. Il disait qu'il y avait 5 passions fondamentales. En gros, si vous voulez, c'est des passions qui touchent aux 5 sens. Et puis ensuite, des passions collectives, c'est-à-dire les gens qui aiment le pouvoir, les gens qui aiment l'argent, des gens qui aiment la cuisine, etc. Et il avait fait toute une sorte de mélange psychologique tel qu'on pouvait être certain que si ce profil était détenu par quelqu'un, il s'entendrait parfaitement avec d'autres. Vous voyez, par exemple, moi je suis profondément pacifiste, je détesterais être avec un va-t-en-guerre, avec un homme qui serait tout le temps en train de se bagarrer, qui adorerait la compétition, qui aimerait le pouvoir même, etc. Vous voyez. Et donc, il créait ce qu'il appelait des phalanstères. Et le phalanstère, c'était effectivement une sorte de communauté fondée sur le caractère des gens. Et il définissait le caractère des gens. Alors, il a eu un succès considérable, vous savez, considérable. Et beaucoup de phalanstères ont été créés en France, en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. Et aux États-Unis, au Texas, et ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. C'est-à-dire qu'il a raté son coup pour une raison très simple. C'est que lui qui était philosophe et qui faisait de la psychologie et qui appliquait les lois de Newton, etc., c'était un intello, forcément. Alors évidemment, les gens qui venaient avec lui étaient aussi des intellos. Et une fois qu'il fondait une société dans un endroit donné, ben, il n'y avait pas de paysans, il n'y avait pas de charpentiers, il n'y avait pas de boulanger, il n'y avait pas les hommes les plus importants d'une société, vous voyez. Et par conséquent, ils se sont cassés la figure à cause de ça. Mais enfin, c'est quand même intéressant, parce qu'en général, en philosophie politique, on est toujours en train de poser la question qui a le pouvoir. Mais Charles Fourier ne pose pas la question qui aura le pouvoir. Il pose la question avec qui voulez-vous vivre? Avec qui serez-vous heureux? Si vous voulez habiter ensemble, qui désireriez-vous à vos côtés? Et c'est une question qu'on ne pose jamais en politique et qui me paraît fondamentale. Alors maintenant, je reviens, s'il vous plaît, sur les socialismes dits utopiques qu'on a beaucoup méprisés. Mais si on fait un bilan réel des résultats avec 2 siècles de retard, avec 2 siècles de recul, pardon, entre les socialistes scientifiques, type Staline, type Mao Tse-tung, type Pol Pot, etc., ben, ça a fait quand même quelques millions de morts. Tandis que le socialisme utopique, qu'on disait, etc., savez-vous, mesdames et messieurs, que c'est grâce au socialisme utopique qu'on a des crèches pour enfants, qu'on a des banques pour les pauvres, et d'ailleurs les banques que vous voyez autour de vous et que vous utilisez, vous ne vous souvenez pas pourquoi ça s'appelle crédit agricole, parce que les paysans n'avaient pas de banque à l'époque, ou que ça s'appelle banque populaire, parce que le peuple n'avait pas de banque, etc. Donc les banques pour les pauvres, c'est eux. Les crèches pour enfants, c'est eux. Les mutuelles, c'est eux. Les mutuelles de santé, etc. La sécurité sociale, c'est eux. Et par conséquent, ces utopistes qui étaient considérés comme des rêveurs, ben, ils ont fait ce qui, aujourd'hui, nous rend la vie douce. Par conséquent, j'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là, parce que, quoi qu'utopistes, ils ont créé des choses bien réelles, etc. Bon, ils ont aussi créé des choses beaucoup plus, disons, beaucoup plus concrètes. C'est-à-dire Saint-Simon, qui est un disciple de Fourier, c'est à cause de lui que Lesseps, Ferdinand de Lesseps, était saint-simonien, utopiste, et il a créé le canal de Suez. Oui. Alors ça, c'était aussi une utopie, mais c'est autre chose. C'est plus l'amitié. Ou plutôt, c'est l'amitié entre la Méditerranée et la mer Rouge. Oui, c'est possible. Ouais.
Alors, pour revenir à l'amitié, dans votre ouvrage, vous nous racontez aussi l'amitié à travers votre vécu et vous nous livrez de très belles pages sur 3 de vos amis, à savoir Hergé, Raymond DeVos et René Girard. Et à travers ces 3 portraits d'amis, il y a un sentiment qui se dégage, qui est à savoir une profonde admiration pour chacun d'entre eux. Alors, quelle est alors pour vous la place de l'admiration dans l'amitié? Et est-ce qu'elle en est l'une de ses conditions? Voyons, il y a un chapitre sur lequel vous ne m'interrogez pas et qui va nous servir d'entrée, si vous voulez, à la réponse que je dois vous faire. Il y a un chapitre sur la jalousie. Vous vous rappelez de ça? Je suis jaloux, vous êtes plus riche que moi, vous êtes plus belle que moi, je suis très, très jaloux, je suis envieux. Alors, il y a 2 sortes de jalousie. Il y a la jalousie amoureuse, je vais être propriétaire absolument de ma femme, etc. Je vais l'enfermer, etc. Et si elle bouge, je suis jaloux, la jalousie amoureuse. Et puis l'autre jalousie qui est l'envie dont je parlais tout à l'heure. Vous me faites envie parce que vous êtes plus riche, plus beau, etc. Alors ça, c'est dans le vieil énoncé des péchés capitaux de l'Église catholique, c'était le vice le plus grave. Vous savez, il y avait l'orgueil, l'avarice, l'envie. Et l'envie était considérée comme ce qu'il y avait de plus grave parmi les vices. Et je pense que c'est vrai, que tout le mal du monde vient de l'envie. Tout le mal du monde vient de la comparaison qu'on se fait entre soi et qui détermine évidemment la haine, etc. Alors, je propose dans mon livre 3 remèdes, 3 remèdes à l'envie. Le premier remède est très simple. Tu es plus intelligent que moi, toi tu es plus beau, mais voyons, je trouverai toujours autour de moi et dans le monde quelqu'un de plus intelligent que moi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens plus intelligents que moi, c'est certain. Des gens plus beaux, alors là, encore plus, vous voyez ce que je veux dire. Et puis des gens qui savent jouer au football mieux que moi, il y en a des tonnes. Même ils se font payer, même, je crois, des millions en ce moment. Hein, et ils savent jouer au foot bien mieux que moi, ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Bon, ça, c'est l'idée qu'on ne peut pas être premier partout. Et voilà, on ne peut pas être premier partout, et c'est quand même raisonnable. Voilà. Mais la seconde manière de lutter contre l'envie, c'est autre chose. C'est, vous savez, dans ma promotion de l'école normale, il y avait un scientifique qui a eu le prix Nobel de physique. Il s'appelle Claude Oentanouji. Et je n'ai pas eu le prix Nobel. Mais c'est un homme qui, chaque fois qu'il explique les découvertes qu'il fait sur les atomes, parce qu'il est physicien de mécanique quantique, il me fait pleurer. Chaque fois que j'entends une conférence de Claude, je pleure d'admiration. Je n'ai jamais rencontré une intelligence pareille. Alors que sa matière est épouvantablement difficile. Il en fait un diamant transparent. Vous voyez. Alors, à ce moment-là, je suis plus jaloux, je suis admiratif, tout simplement. Et par conséquent, si vous trouvez quelqu'un qui vous dépasse, admirez-le, au lieu de l'envier. Moi, je n'arriverai jamais à découvrir ce que Claude a découvert. Il refroidissait les atomes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je dis. Mais bon, mais chaque fois, je vous répète qu'il fait une causerie. C'est vrai, ça déclenche chez moi non seulement une réaction intellectuelle, mais une réaction, vous voyez, émotive. Donc, c'est vrai que je pleure chaque fois. Et je lui dis, Claude, tu m'as encore fait pleurer. Vous voyez, bon. Vous voyez, donc c'est des remèdes à l'envie. Vous voyez, ça c'est peut-être comme ça qu'on pourrait commencer. Et alors, bon, vous citez 3 personnes que j'ai beaucoup aimées, mais je les admirais. Écoutez, qui n'a pas admiré Raymond DeVos? Écoutez, je suis un imbécile à côté de lui. Vous savez, il disait, parmi les choses qu'il disait, il disait, ah, tu es en train de regarder une carte routière? Ah oui, moi je regarde la carte des vins, ça m'évite les bouchons. Mais qui peut dire ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Et chaque fois qu'il parlait, non seulement il faisait rire, mais il nous découvrait quelque chose de la langue française. Alors, quand moi je découvre quelque chose de la langue française, c'est sérieux.
Bon, c'est même à la limite un peu emmerdant, vous voyez, c'est un peu le prof, quoi. Mais lui, pam, et cette espèce de court-circuit qu'il pouvait faire, c'était une sorte de personne qui allait à 300 à l'heure, alors que moi, je marchais à quatre pattes, vous voyez, c'est ça. Et donc, je lui disais, tu es... mais il me disait, je ne suis qu'un bateleur, je ne suis qu'un... Et je lui disais, mais réfléchis une minute. Les grandes littératures ne sont nées et ne sont développées qu'avec le comique. Qu'est-ce que serait la France sans Rabelais ni Molière? Qu'est-ce que serait la littérature latine sans Plaute ni Terence? Qu'est-ce que serait la littérature grecque sans Aristophane? Etc., etc. Et par conséquent, le comique, c'est quelque chose qui soutient l'esprit. Vous voyez, on reconnaît un imbécile parce qu'il est triste. Voilà. On reconnaît un type intelligent parce qu'il est gai. Vous voyez, c'est une sorte de gaieté profonde de l'intelligence, etc. Voilà. Et par conséquent, j'admirais Raymond DeVos pour cette raison-là. Et voilà. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre? Je vous parlais de l'admiration en amitié, et vous parlez également d'Hergé, et vous Ah oui. parlez de l'œuvre d'Hergé. Oui, oui, j'ai bien connu Hergé pour une raison de circonstances, disons, élémentaires. J'avais commis un article sur un de ses albums. Il l'avait lu et il m'avait téléphoné en disant « Venez me voir ». Voilà. Et je suis allé le voir. D'ailleurs, il y a dans la salle quelqu'un qui m'avait accompagné pour cette première visite. Alors, ne cherchez pas qui, mais elle est là, c'est une femme. Et à cette première visite, je vais vous raconter cette première visite parce que c'est assez intéressant. Je rentre chez lui, je sonne, je rentre chez lui, et il me reçoit de façon un peu raide, guindée, comme ça. Il me dit « Asseyez-vous donc ». Et à côté de mon fauteuil, sur un guéridon, il y avait un énorme revolver. Je dis je suis pacifiste, je vous l'ai remarqué. Les armes à feu ne me sont pas vraiment familières, si je veux dire. Et j'ai un mouvement de recul, bien entendu. Il me dit « Ah, vous n'avez rien remarqué ?» Non, non, monsieur, je n'ai rien remarqué. Mais ma maison est entourée. Ça, on va être attaqué. Il faut se défendre. D'ailleurs, j'ai mis ce revolver à votre disposition pour que nous puissions nous défendre. Moi, j'en ai un, vous en avez un, tout le monde est armé ici. Je dis, dans quel truc je me suis mis, vous voyez, etc. Et à ce moment-là, le chat de la maison est passé dans le salon, a traversé le salon. À ce moment-là, Hergé a pris le revolver, c'est un revolver à eau, il a tenté... Et Fanny est arrivée, sa femme, en disant « Oh, écoute, tu as encore inondé le salon. »« Oui, j'ai encore raté le chat. » Par conséquent, il y avait chez lui quelque chose dans sa vie qui était un peu analogue à ce qu'il faisait dans les dessins. Vous voyez, le sens de l'humour, le sens un peu comme ça. Les Belges sont toujours un peu surréalistes, vous voyez. Et il vivait les gags dans sa vie comme s'il essayait les gags pour voir s'ils marchaient et pour les mettre ensuite en dessin. Donc c'est un homme très attachant et d'autre part extrêmement modeste. Ah oui, je n'ai jamais vu un homme qui avait tant de gloire qui soit aussi modeste que Georges Rémy. Oui, oui. D'ailleurs, il était si modeste dans son génie que je me demandais pourquoi j'étais son œil. Vous voyez, on se disait, mais qu'est-ce que je fous ici avec un génie pareil? Oui, voilà. Vous faites une chronique sur les personnages de Tintin et le capitaine Haddock, en expliquant que Tintin est un personnage qui réussit absolument tout ce qu'il entreprend, et que le capitaine Haddock est un personnage profondément humain, en ce sens qu'il réussit parfois, et puis qu'il peut échouer et pester s'il échoue. Oui. Et vous concluez la chronique en disant dans mon amitié avec Hergé, j'étais souvent le capitaine Haddock. Ah ben c'est moi le capitaine Haddock, évidemment. Oui, mais finalement, est-ce que le fait d'être profondément humain, ça n'est pas aussi quelque chose que permet l'amitié? Est-ce que l'ami, par son regard bienveillant, ne nous permet pas d'exister dans notre humanité? Ça c'est vrai. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, dans son œuvre, Hergé
mélange deux types de personnages, me semble-t-il. Il y a les personnages qui réussissent toujours, type Tintin, ils se sortent de toutes les choses, même les plus difficiles, etc. Et puis, des personnages, allons, on peut le dire, qui ratent tout le temps. La Castafiore est tout le temps ridicule, bien entendu. Et Séraphin Lampion est toujours ridicule. Et les deux jumeaux Dupont sont toujours ridicules. Donc, il y a ceux qui réussissent tout le temps et ceux qui ratent tout le temps, enfin, pour dire globalement. Mais il y en a qu'un qui est au milieu. Il y a quelqu'un qui est au milieu, tantôt il fait des choses extraordinaires, tantôt il rate, tantôt il se met en colère, tantôt, etc. Tantôt il injurie, etc. Mais c'est moi, c'est nous, etc. On a l'impression qu'il a mis l'humain au milieu entre les anges et les démons. Enfin, les anges et les démons, c'est beaucoup dire. Mais enfin, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et l'humain rentre comme ça avec le capitaine Haddock, qui a tous les défauts, bien entendu. Il est ivrogne, etc. Mais il a toutes les qualités, il est généreux, il est gentil, etc. C'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité. On aurait envie d'être amis avec le capitaine Haddock. Voilà. Oui. Comme ça, je serai à peu près à égalité avec lui. Je ne suis pas ivrogne, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, finalement, si on considère que l'amitié contribue à nous révéler dans notre humanité, on ne peut nier son côté essentiel dans nos vies. Alors, on peut se demander, est-ce que l'on peut vivre sans amitié? Et comment peut-on vivre sans amitié? Je crois qu'on ne peut pas vivre sans amitié pour une raison très profonde. Et d'ailleurs, là aussi, je vais reculer sur votre question pour la prendre en parlant d'un autre chapitre de cette chronique. On ne peut pas vivre sans amitié à la base. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Il n'y a pas 15 jours, j'ai trouvé dans un journal de mon université, Stanford, un rapport du département de psychologie sociale, sur le bonheur. Et c'est un peu ridicule, c'est un peu américain ce machin-là. Bon, bref. Et il cherchait à savoir pourquoi êtes-vous heureux, etc. Évidemment, la question est toujours mal posée, mais qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? C'est très difficile. Mais enfin bon. Et ils ont trouvé quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que ce n'était pas forcément la fortune, ce n'était pas forcément la position sociale, ce n'était pas forcément, etc., mais en qui je peux avoir confiance. C'est-à-dire, si les gens avaient autour d'eux une ou deux personnes de confiance, ils étaient heureux. Enfin, ils avaient au moins les conditions globales pour être heureux. Et les plus désespérés, c'est eux qui ne pouvaient pas répondre à la question « En qui avez-vous confiance ?» Celui qui disait « Je ne sais pas », c'était le plus malheureux d'entre les hommes. Vous voyez ? Donc, la question de l'amitié, c'est profondément la question de la confiance. D'ailleurs, il me semble bien, ma chère Laurence, qu'être fiancé, ça veut dire ça. Fiancé. Hein. Je suis votre fiancé. Hein, ça veut dire, j'ai confiance en vous, vous avez confiance en moi. C'est ça, être fiancé. Voilà. Et toute la question est de savoir à quoi et à qui on peut faire confiance. Et c'est une question très fondamentale, alors qui touche peut-être des fondements même de la philosophie du droit. Allons-y, allons-y. En quoi avez-vous confiance? Réponse. Oh, je suis certain que si je prends cette bouteille et que je laisse tomber par terre, elle va tomber. Ça, c'est certain. Donc, je peux avoir confiance dans ce phénomène-là qui s'appelle l'attraction. Donc, il y a des lois de la physique. Et j'ai tellement confiance dans ces lois de la physique que je peux fabriquer avec ça de la technique qui sera efficace pour ma vie, etc. Bon. Est-ce que je peux avoir confiance dans le fait que le soleil se lèvera demain matin? La réponse est oui. C'est-à-dire oui, oui, il se lèvera ce matin. Mais Poincaré, au début du XXe siècle, a démontré que le système solaire n'était pas stable. Par conséquent, il y a eu une chance sur des milliards, vous voyez, que le système se déglingue. Et donc, oui, on peut avoir confiance que le soleil se lèvera demain matin, mais, bon, est-ce que je peux avoir confiance dans la vie?
Oui, 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 je suis sûr que l'herbe va pousser s'il pleut. Euh, je suis enceinte. Qu'est-ce qui va arriver? Quel sera l'état de santé ou l'état de mon bébé? Vous voyez. Et quand j'ai un bébé, est-ce que je peux être sûr que demain il ne sera pas enrhumé, que demain il ne sera pas malade, que demain il ne contractera pas telle maladie, etc. C'est vrai de mon bébé, c'est vrai de mes parents, c'est vrai, etc. Par conséquent, vous voyez, la confiance recule en ce moment. Alors ça, c'est des lois physiques, c'est des lois biologiques, je passe là-dessus. Mais voyons, est-ce que j'ai confiance en vous? Et je vais faire des affaires avec vous. Je vais vous vendre ma maison, je vais, etc. Et vous allez me payer. Et vous me dites, oui, je vais vous payer, mais nous sommes en ce moment au mois d'août, je vous paierai en août fois d'animal, intérêt principal. Vous voyez. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que je peux être sûr que vous allez me payer? Alors, je vous donne ma parole, d'accord? Ou je vous jure sur la tête de ma mère, je vous jure sur la tête de mon enfant. Vous voyez, ça veut dire que mon enfant meure ou que je meure si je ne tiens pas la parole. Et les anciens latins avaient même déifié cette parole. Ils appelaient ça la bonne foi. Bona fides était une déesse du panthéon de la Rome antique. Vous voyez. Et donc, il y avait une sorte de culture profonde de la parole donnée. Vous voyez. Et je suis encore de ce droit-là, moi. C'est-à-dire, si j'ai donné ma parole, mais je ne vois pas pourquoi il n'y a aucun détail qui ferait que je la réaliserai pas. Et quelqu'un qui ne tient pas sa parole, je ne le fréquente plus. Pour moi, c'est vraiment, etc. Mais bon, ce n'est que la parole. Ce n'est que la parole. Donc la bonne foi peut rater. Donc si j'ai confiance dans le paiement que vous allez me faire, je peux être déçu. Et par conséquent, allez, tu vas signer. Et dès qu'on invente l'écriture, on invente verba volant, scripta manent. C'est-à-dire les verbes, l'oral vole, mais l'écrit demeure. Et si je signe Michel Serres, je m'engage à payer ou je m'engage à ceci, etc. Et donc la parole, la bonne foi, devient écrite. Vous voyez? Elle devient écrite. Et être fiancé, ça veut dire ça. Et fiancé, je te donne ma parole que je vais me marier avec toi, mais il y a quelquefois des contrats. Le contrat de fiançailles, le contrat de mariage, le contrat d'achat, etc. Et un contrat, c'est ça. Un contrat, c'est établir la confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un pour telle et telle affaire, pour telle relation, etc. Alors, vous voyez comment je progresse. Les corps qui tombent, puis ensuite la vie, puis ensuite les relations humaines, d'abord l'oral, ensuite l'écrit, et finalement, c'est le droit. Et finalement, pourquoi sommes-nous plus ou moins en confiance dans une société donnée? C'est qu'il y a du droit. Et le droit est le fondement profond de la vie en société. Parce qu'effectivement, le droit est fondé sur des contrats réciproques. Des contrats tels que je ne ferai pas ceci, etc. Vous voyez. Et les lois, et je crois même que la politique est moins profonde que le droit. C'est-à-dire que le droit qui est fondé sur ces contrats-là, des contrats de confiance, sont effectivement beaucoup plus solides du point de vue de la organisation sociale que ce qu'on fait par la suite en politique, qui est plutôt du domaine de qu'est-ce que je ferai demain, vous voyez, quel est le projet. Mais le fondement vraiment de la société, c'est le droit. Et par conséquent, nous y sommes maintenant. On parle d'amour et d'amitié, ça y est, nous y sommes. C'est-à-dire qu'en effet, vous savez où j'ai appris le droit? Je vais vous faire une confidence. Oh, ça ne sera pas très impudique. Hein. J'ai appris le droit parce que j'ai joué au rugby. Évidemment, on ne joue pas au rugby à Brest, mais ce n'est pas grave. Vous savez en gros ce que c'est que le rugby. Voilà. Et j'ai appris le droit là pour une raison très simple. C'est que c'est un sport relativement violent, oui, mais on ne peut pas excéder certaines échelles de violence.
Et si j'excède cette échelle-là, alors mon adversaire le fera. Et par conséquent, je suis obligé de respecter l'adversaire. Et non seulement je suis pas obligé de presser l'adversaire, mais il y a un arbitre. Et l'arbitre, c'est lui qui me donne un coup franc, ou qui me donne une sanction si je dépasse le truc. Par conséquent, les sports collectifs sont des sports régis par un droit très spécial, n'est-ce pas, qui est le droit de l'arbitrage. Et d'ailleurs, ma théorie personnelle, c'est de dire que l'arbitre a toujours raison. Et l'arbitre a toujours raison pour une raison tout à fait simple, c'est que supposer que l'arbitre se trompe. En réalité, il se trompe tout le temps, bien entendu. Supposer qu'il se trompe, alors il faut refaire le match. Mais dans le match d'après, il va de nouveau se tromper. Et par conséquent, il faut refaire le match. Et ainsi de suite. Par conséquent, il n'y a plus de sport. Voyez. Et par conséquent, l'arbitre a toujours raison parce que c'est un procès sans appel. Vous voyez, on est dans le droit, là. C'est un procès sans appel possible. Et par conséquent, c'est l'arbitre qui marque les buts. C'est pas M. Neymar. Non, on l'a payé trop cher. C'est l'arbitre qui marque le but. Pourquoi? Parce que les journalistes qui parlent à la radio ou à la télé d'un match de foot, par exemple, ils disent « le but y était et l'arbitre l'a refusé ». Il n'y a rien de plus bête que de dire ça, puisque c'est l'arbitre qui marque le but. Mais le verbe « marquer », ça veut dire être marqué sur l'affichage. Mais c'est l'arbitre qui marque. Et marquer un but, ce n'est pas envoyer un ballon dans un trou. Non, non, c'est marqué. Et par conséquent, oui, c'est lui le garant de tout. Oui. Et là, la confiance est telle que toute mon analyse consiste à monter dans cette chose et de faire voir comment la société est organisée, même dans les détails les plus, disons, les plus amusants que les sports collectifs ou les amusements de ce genre. Elles sont réglées par le droit. Oui. Et par conséquent, je crois bien que, aussi bien de la relation que l'amitié et de l'amour, il est presque toujours secrètement question de contrat. Vous voyez, voyons, même à chaque minute, d'une certaine manière, tu fais ci, allez, je suis d'accord. Il y a presque tout le temps des petites négociations secrètes, vous voyez, entre deux amants ou deux amis. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus délicieux dans les relations humaines. C'est-à-dire cette négociation perpétuelle et secrète que nous avons ensemble avec mon ami E ou avec mon ami I. Vous voyez, voilà. Et par conséquent, voilà, j'ai avancé, je suis parti de très loin, et je crois que j'ai fait le parcours à peu près entier. Voilà comment je répondrai à votre question. Alors, l'amitié est bien entendu profondément liée au lien social, au lien avec les autres. Sans lien social, il n'y a pas d'amitié possible. Et aujourd'hui, et vous avez beaucoup écrit à ce sujet avec le personnage de Petite Poucette, nous avons vécu une révolution numérique qui réinvente notre être au monde, qui réinvente notre vision du monde, notre rapport au monde, et qui nécessite d'inventer aussi de nouvelles appartenances, de nouveaux liens sociaux. Alors, Petite Poucette, est-ce que son rapport à l'amitié a changé? Alors voilà, c'est tout à fait passionnant, votre question. Je ne suis pas sûr d'y répondre complètement, parce que quand même, je suis plus vieux, beaucoup plus vieux que Petite Poucette. Oui. Mais voilà. On a toujours tendance à dire que l'amitié ou l'amour, ce sont des relations positives. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a dans l'amitié un côté négatif. Un peu le côté lumière dont nous avons parlé, mais il y a un côté sombre. Et le côté sombre, je trouve qu'il est parfaitement défini par ce qu'on appelle les groupes de pression. Les groupes de pression. Les groupes de pression... on rentre dans un groupe de pression simplement pour bénéficier de l'amitié de ceux qui en font partie, mais bénéficier de l'amitié de ceux qui en font partie devient une injustice par rapport aux autres. Vous voyez? Et voilà donc un côté de l'amitié. Je crois que les groupes de pression sont une maladie de la démocratie. Dans la démocratie, on devrait tous être égaux et tous avoir la même loi, etc. Dès qu'il y a un groupe de pression,
Et ils sont entre amis. Et c'est le côté vraiment abominable de l'amitié. Vous voyez le côté sombre de l'amitié qui est du côté des groupes de pression. Ah oui, mais Michel Serres, vous vous trompez. Parce que qu'est-ce que vous appelez un groupe de pression? Ben, un groupe où on est tous amis. Ah bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce que c'est que l'équipe? Qu'est-ce que c'est que la paroisse? Qu'est-ce que c'est que la commune? Etc. C'est-à-dire des communautés. Ben, effectivement, on n'a pas les mêmes rapports avec les gens de la famille qu'avec l'extérieur de la famille. On n'a pas les mêmes rapports avec les gens de mon équipe de rugby ou de football et les autres, etc., qui sont mes adversaires, etc. Donc, on est obligé, alors j'ai dit que c'était négatif, mais on est obligé autour de nous d'avoir des appartenances. C'est l'appartenance de la famille, l'appartenance du couple, l'appartenance de la paroisse pour ceux qui sont croyants, l'appartenance de la commune pour ceux qui s'occupent de politique. Bref, je suis brestois, je suis breton, je suis français. J'ai rencontré un Belge récemment qui disait « Oui, j'aime bien la France, mais c'est un petit pays qui est complètement bloqué entre la Belgique et la Bretagne. » Et j'ai trouvé cette définition parfaite, n'est-ce pas? Oui, donc nous créons pas seulement des groupes de pression, mais des appartenances qui sont parfois tout à fait naturelles, c'est-à-dire la famille, etc. Bon. Eh bien, il se trouve que depuis quelque temps, c'est-à-dire, oui, depuis peut-être 2-3 générations, beaucoup des appartenances classiques sont en train de s'effondrer. Et vous vous souvenez, je donne beaucoup d'importance à cet événement, il y a eu un championnat du monde de football, en Afrique du Sud, je crois, il y a quelques années, où l'équipe de France a fait grève. Vous vous rappelez? Et je disais, c'est eux les champions du monde. Parce qu'ils ont révélé à la société qu'ils ne pouvaient plus faire équipe. Qu'ils ne pouvaient plus faire équipe. Je ne peux plus rester avec toi, je divorce. Vous voyez? Je ne peux plus rester dans la paroisse, je n'y crois plus. Je ne peux plus rester dans la commune, je fous le camp. Tu vois, etc. Et par conséquent, on voit très bien que peu à peu, un certain nombre d'appartenances sont en train de se défaire, de se disloquer. Or, nous ne pouvons rien faire sans appartenance. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était réellement heureux si on pouvait faire confiance. Comme je peux faire confiance à ma mère, s'il est la famille, que je peux faire confiance à mon équipier s'il est à côté de moi, etc. Bon. Mais les appartenances sont en train de se défaire pour une raison très simple, c'est que Petite Poucette est devenue réellement un individu. C'est une des grandes acquisitions du monde moderne, c'est d'avoir inventé vraiment des individus autonomes, réellement autonomes. Et bien sûr, dès le moment où l'individu autonome est né, alors il a besoin de nouvelles appartenances parce que les anciennes ne sont plus là. Voilà. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, il y a des amis. C'est essayer de trouver une nouvelle appartenance parce qu'on manque des anciennes. Oui, je crois que c'est ça. Alors bon, je n'ai pas une expérience très très forte de ça parce que je me retire plutôt de ce genre de réseau. J'ai bien assez à faire dans ma vie. Oui. Mais bon, on peut très bien l'expliquer existentiellement de cette manière-là. Et ça crée donc beaucoup de possibilités d'amitié. Oui, voilà, c'est ça. Alors peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser à Michel Serres. Je vais faire passer le micro. Oui, monsieur, oui. Merci, bonsoir. En fait, pour tout vous dire, oui, j'allais partir un petit peu sur cette question-là et du terme d'amitié. Moi, j'ai un passé dans le langage particulièrement, et justement, le fait qu'on utilise beaucoup ce terme ami, justement, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est dans cette ère numérique maintenant. Moi, je vais avoir 40 ans, donc je suis d'une génération qui est d'avant Internet, qui est d'avant les réseaux sociaux. Oui. Le mot ami voulait vraiment dire quelque chose. Et maintenant, il se poursuit comme ça donc sur les réseaux sociaux. Ce que je veux savoir, c'est comment vous percevez le fait que de nouvelles plateformes s'approprient des termes qui ont une valeur, des mots, un langage qui a une valeur très spécifique et nettement plus ancienne que ces supports, justement.
Oui, c'est une question très profonde que vous posez là. Merci. Oui, oui. Elle a deux faces, cher ami, si j'ose dire. La première n'est pas perceptible tout de suite. La première est une affaire de traduction. C'est-à-dire que ami dans une langue ne veut pas forcément dire ami dans l'autre langue. Ami en anglais n'est pas facilement traduit. Par exemple, amour, ça ne veut pas dire love. Pas du tout. Il suffit de vivre aux États-Unis quelques années pour savoir que les relations d'amour ne sont pas les mêmes dans les pays latins ou celtes que dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas du tout les mêmes. J'avais un ami belge, justement, qui a enseigné à Madison, Wisconsin, et avec qui j'étais assez ami, et il était célibataire. Et il me disait, quand je reviens en Belgique pour les vacances et que je vois mes amis mariés, je me dis, Marcel, Marcel, pourquoi n'es-tu pas marié? Puis quand je reviens aux États-Unis et que je vois mes collègues mariés, je me dis, Marcel, Marcel, pourquoi sont-ils mariés? Et vous voyez que là, rien que sur cette remarque, on voit très bien qu'un mot ne recouvre pas le même mot. Alors, recommençons. Par exemple, il y a d'un côté la privacy en anglais et ensuite la vie privée en français. Est-ce que ça veut dire la même chose? Réponse, pas du tout. Mais pas du tout, à un point tel, si vous voulez, que lorsque Clinton, je crois, a eu une maîtresse qui s'appelait Monica. Hein. Oh, vous savez, je lis Paris Match. Hein, on a publié dans la presse américaine les jours et les heures où ils se rencontraient, de la même manière dont ils se rencontraient, et même les gestes sexuels qu'ils se permettaient de faire entre eux. Vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un qui avait tenu la chandelle. Par conséquent, la privacy... Attendez, bougez pas. C'est que le président de la République française, récemment, a eu... Julie? Oui, un nom comme ça, hein, je crois. Mais je lis mal Paris Match, mais bon. Et dès le moment où un média a voulu révéler ce que faisait ce président, il a perdu devant les tribunaux. Par conséquent, la vie privée en France est protégée et la privacy n'est pas protégée. Ce n'est pas le même droit. Vous voyez? Et par conséquent, là, il y a quelque chose de très, très profond. On ne peut pas dire ami universellement dans le monde entier. Le mot dépend vraiment des cultures. Vous voyez? C'est ça que je perçois. Par exemple, enfin, je donnerai mille exemples de ça. Je trouve que les dictionnaires franco-anglais sont des mensonges. Vous voyez? Il n'y a pas un seul mot qui ait la même aire sémantique. Voilà. Voilà, exactement. Donc, quand je parle de l'amitié dans mon livre, j'en parle dans ma culture, dans la culture qui a été sculptée par Cicéron, par Montaigne, qui a été sculptée par des siècles et des siècles de langage, de relations humaines, etc. Et dès que vous décalez... C'est pour ça que j'admire tant Matteo Ricci, qui a essayé de dire en chinois ce qui était extrêmement difficile de dire, même dans le langage gréco-latin qui est le nôtre. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Ma réponse serait plutôt sous cet angle-là que sur un autre. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'après vous, savez-vous pourquoi le Vatican a refusé, quand les Jésuites ont rencontré l'empereur de Chine? Comment? Je n'ai pas entendu. Pourquoi le Vatican a refusé quand les Jésuites ont rencontré? Ah oui. Que soit voilà, pour une raison très simple. C'est que une des conditions qu'avait demandé l'empereur de Chine, c'est que on se convertissait très aisément à toute la religion chrétienne, sauf qu'on conservait de la tradition chinoise le culte des ancêtres. Et toute la discussion théorique et théologique s'est développée pendant plusieurs années. D'ailleurs, beaucoup de philosophes s'y sont penchés sur cette affaire-là. Est-ce qu'on peut avoir une religion chrétienne plus
plus le culte des ancêtres. Et c'est à cause de ça que ça a capoté. Entre nous, c'est pas vrai. C'est-à-dire, oui, ça a capoté pour des raisons théologiques, mais au Vatican, ils détestaient les jésuites. Oui. Il y a toujours de vraies raisons. L'autre est une raison théologique formidable qu'on peut voir en public, mais en réalité, c'était des affaires de pouvoir, je crois. Monsieur Serre, oui. Je vous ai souvent entendu à la radio, mais ou alors j'ai manqué le coche. Je ne vous ai pas entendu parler des États-Unis, parce que c'est une grande partie de votre vie. Oui. Alors, est-ce que les relations, nous sommes dans le sujet, oui. Est-ce que vos relations vis-à-vis des États-Unis d'Amérique ont été ou sont des relations d'amitié ou des relations d'amour, ou bien les deux, ou aucune des deux? Ça, vous m'obligez à vous faire des confidences. Je crois que j'ai en partie résolu la question en répondant à la première question. C'est-à-dire qu'il y a de telles différences dans le langage, dans les gestes, etc., qu'on ne peut pas imaginer la crevasse qui nous sépare. Voilà. Et elle nous sépare de telle sorte qu'aujourd'hui, allez, je le dis, je ne rencontre plus dans les rues de Chemises où il n'y ait pas un mot anglais. Je ne connais pas un produit aujourd'hui qui ne fasse pas sa publicité en anglais. Je n'entends pas à la radio une seule chanson qui soit en anglais. Bon. Et du coup, nous nous suicidons. Nous nous suicidons culturellement parlant. C'est-à-dire que dès le moment où vous prenez la langue anglaise, vous ne prenez pas un mot traduit. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, moi, quand je parle anglais, les gens se moquent de moi en disant « tu parles français traduit ». Et c'est ça. Je parle français traduit, mais je ne parle pas anglais. Enfin, j'essaie. Mais... Et donc, si vous voulez, il y a là une... je parlais tout à l'heure du droit. Hein. Eh bien, aujourd'hui, la plupart des discussions concernant le droit sont le droit de la common law en France. Et nous sommes en train de reculer et de perdre notre tradition de droit romain. Voyez, et ça, personne ne le voit, personne ne le dit, mais peu à peu, regardez dans les sciences. Dans les sciences, il est impossible aujourd'hui de publier autrement qu'en anglais. Vous voyez à quel point nous reculons en ce moment, et nous sommes en train... Alors, quand vous parlez l'anglais, d'abord, il faut savoir que les mots n'ont pas le même sens, c'est ce que je dis, mais d'autre part, que si vous perdez complètement votre langue, vous perdez votre âme, n'est-ce pas? Et la langue est beaucoup plus importante que vous le croyez. Et donc aujourd'hui, ayant passé 47 ans aux États-Unis, je suis contre cette invasion-là. Et vraiment, de façon très passionnelle. Vous voyez, ce qui nous arrive est vraiment épouvantable. Ce qui nous arrive est vraiment épouvantable. Regardez, par exemple, il m'est arrivé de faire des contrats de vente. Alors, il y a 50 ans, parce que je suis vieux, et récemment, parce que, bon, à cause de mes enfants. Bon, et bien, autrefois, un contrat de vente, il y a peut-être des notaires dans la salle, 5 pages, 6 pages. Aujourd'hui, c'est 85 pages. Vous voyez, c'est de la common law. Vous voyez, c'est plus le droit romain. Alors, il y a le droit, il y a la culture, il y a la langue, etc. Il y a la science. Nous sommes vraiment en danger. La patrie est en danger. Notre culture est en danger par notre propre volonté. Parce qu'un jour, nous ne pourrons rien faire en parlant français. Parce que qu'est-ce qu'une langue vivante? C'est une langue qui peut tout dire. Le jour où vous ne pourrez plus dire certaines choses dans votre langue, eh bien, votre langue n'est plus vivante, elle est morte. Et le jour où votre langue sera morte, eh bien, vous serez mort. Voilà. Et par conséquent, vous voyez, amour, amitié, non. Défense et illustration de notre culture. C'est-à-dire, quand j'habitais là-bas, je me disais, allez, je le dis, pourvu que ça ne nous arrive jamais. Et ça nous est arrivé. Donc, le moment est vraiment terrible, je crois. Il faut faire comme les Québécois. Il faut lutter. Les Québécois le font un peu mieux que nous. C'est vrai, les Québécois le font un peu mieux que nous. Ils disent « bonne fin de semaine ». Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on dit
en québécois, on dit bon de fin de semaine, ça se traduit en français par bon week-end. Hein, ça. Pardon, je suis derrière vous. J'ai été beaucoup intéressée par votre discours, mais ce qui m'étonne un peu, c'est que vous n'avez jamais prononcé le mot de fragilité. Le mot Or, fragilité. Or, l'amitié, pour moi, c'est aussi fragile et précieux que la vie. Ah oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, non, en effet, je n'ai pas prononcé le mot fragilité, j'aurais peut-être dû le faire, en effet. Le mot fragilité a quelque chose de très, très profond dans la sémantique de langue française, vous voyez. Quand vous dites, par exemple, vous, breton, et en général marin, qu'il vente du vent frais, vous croyez que c'est du vent un peu froid. Pas du tout. C'est du vent qui est coupé en petites rafales, c'est-à-dire fractionné. Et fragile, ça veut dire fractionné, qui est en petit. Et par conséquent, oui, madame, notre corps est fragile. Notre corps est fragile. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Puisque j'ai parlé de Tintin, vous savez peut-être tous, plus ou moins, qu'il y a un album où on a volé un fétiche. Vous vous rappelez? On a volé un fétiche, c'est l'oreille cassée. Hein, et puis ce fétiche se balade à peu près dans le monde entier, on le cherche partout. Et puis au moment où on le trouve, on est sur un bateau, et quelqu'un, par mégarde, le laisse tomber, et il se coupe en 1000 morceaux. 1000 morceaux, fractionnés. Et on prend ce fétiche et on le remet au musée ethnographique. Est-ce que vous l'avez vu, là, ce fétiche-là? Il y a des vis, il y a des plaques, vous voyez, il est entièrement bricolé. Et là, madame, je vais vous répondre réellement. C'est-à-dire que nous croyons presque tous, médecins compris, que le corps humain ou l'organisme est un système harmonieux. Eh bien non. Ce n'est pas un système harmonieux. C'est exactement le fétiche des Arambaya avec des fils, avec des vis, avec des trucs comme ça. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que tous les organes de notre corps ne sont pas nés en même temps du point de vue évolutif. Par exemple, François Jacob disait le système cervical, c'est un ordinateur que porte une brouette. Et, vous voyez, ça disait exactement ça. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont de telle date et des choses qui sont de telle date. C'est un ordinateur porté par une brouette. Et par conséquent, notre organisme, nous, est fragile comme le fétiche recomposé de façon de briques et de broc, si vous voulez. Et nous le voyons très bien. Nous le voyons très bien quand nous sommes malades, n'est-ce pas? On voit très bien qu'à un certain moment, il y a un organe qui se détache, qui n'est pas bien, etc. Et je crois qu'un malade exprime beaucoup mieux la condition humaine qu'un homme bien portant. Et que quelqu'un qui a de la difficulté à marcher, de la difficulté à parler, etc., il exprime profondément ce que c'est que l'humanité, beaucoup plus que l'athlète dont on fait l'éloge et qui gagne le 100 mètres. Celui-là, il m'emmerde, celui-là. Tandis que celui qui est handicapé, celui-là est vraiment un homme ou une femme. Voilà. C'est ça que veut dire la fragilité.